Avec le dessin, ça ne va jamais très bien. Je veux dire que ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas se lever le matin ou y revenir dans l'après-midi, s'asseoir et immédiatement partir en voyage. Ce n'est jamais, ça n'a jamais été. Et peut-être que l'âge aidant, je trouve, je vois que ça ne va qu'en s'empirant. Je suis évidemment gêné de ce mécanisme, ce fonctionnement. Je ne suis pas sûr que je sois à la base de ça. Je subis, mais je ne recherche en rien le malentendu. Or, le malentendu est immédiat. Bon, toutes les épreuves, disons, préliminaires, lorsque je sors une feuille, cette feuille est rarement blanche, n'est-ce pas? J'ai plusieurs étapes parce qu'il me semble que si je partais sur une feuille blanche à présent, par le passé, c'était radicalement à l'opposé. Je ne pouvais pas partir autrement que sur un papier tout à fait vierge. Maintenant, je suis donc entraîné au commencement. Ma feuille blanche reçoit une aquarelle, enfin beaucoup, pas toujours beaucoup. En ce moment, de plus en plus de quantité d'aquarelle, c'est-à-dire que ma façon de travailler l'aquarelle n'est pas du tout une façon habituelle. Je mets l'eau après, au lieu de mettre l'eau en même temps. Ça veut dire que j'ai des petits godets d'aquarelle sèche, ou mieux encore mes crayons d'aquarelle, qui sont évidemment avec une mine tout à fait sèche. Je décortique le bois autour de cette mine et je fais tomber, je réduis en poudre la mine de l'aquarelle et je la dépose, je la frotte, je la passe avec le pinceau, mais plus souvent avec mes doigts, sur le papier. J'ai trouvé un avantage à ça, c'est que là où les aquarellistes ont buté et où le génial Klee a réussi, c'est dans la répartition des tons lorsqu'on ne veut pas qu'ils se mélangent, ou lorsque l'on veut qu'ils se mélangent jusqu'à un point et qu'ensuite une autre surface se trouve envahie par une couleur encore différente. En clair, il est difficile d'arrêter à un trait deux couleurs d'aquarelle posées l'une à côté de l'autre, parce qu'elles tendent naturellement à se mélanger, à s'envahir, ce qui crée des moirures et qui est magnifique, mais dans certains cas qui me déplaît prodigieusement. Alors j'ai trouvé, voilà, c'est de l'aquarelle sèche, si je puis dire, donc c'est de la poudre, mais une fois que je l'ai passé sur mon papier, c'est là que je mouille le papier. Alors je le mouille par endroits et pas par d'autres. Je vais attendre l'évolution du travail pour pouvoir faire sur le papier directement se mélanger cette poudre. Et en fait, mon papier se transforme un peu comme comme le dos de ces boîtes d'aquarelle que l'on a tous, n'est-ce pas? C'est sur le papier que je fais mon mélange. Ce n'est pas avant que je fais mon mélange pour l'apporter sur le papier. J'ai donc une première étape qui est ce que j'appelle préparer l'aquarelle.
Alors, une fois l'aquarelle sur le papier, qui est une aquarelle délibérément non pas neutre, mais à qui je ne demande que d'être peu porteuse. Pour la suite, c'est moi qui vais prendre le contact. Mais premier temps, j'essaye de me plaire, enfin de me laisser aller au charme de cette poudre et de cette eau rajoutée par-dessus, tout à fait différente, beaucoup plus lumineuse que l'aquarelle faite dans l'autre sens, n'est-ce pas? Et je laisse sécher, et après quoi je range cette feuille. Alors, quelquefois je fais une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quel que soit le format, n'est-ce pas? Et puis ça attend là, pendant que je suis peut-être en train de terminer un dessin ou de ne pas trop savoir quoi faire et que j'entre dans mes stupides colères contre moi-même. Voilà. Bon, je me trouve donc dans la situation l'artiste, ou en tous les cas l'homme qui par moments se croit l'être. Je mets la feuille sur ma table. Elle est apparemment prête à recevoir et à émettre. Moi, je ne suis malheureusement pas, et maintenant ça ne pourra plus changer. Ça sera toujours comme ça. Ça va faire 40 ans que c'est de cette façon-là que je me présente à ma feuille. Je prépare mes crayons, quelques plumes aussi, avec une petite bouteille d'encre à côté, ordinairement de l'encre noire, mais j'ai aussi recours à un peu d'encre rouge. Ça sera pour le cas où, mais quelquefois je ne fais rentrer aucune encre de Chine dans le dessin. Je suis alors là, pour commencer, debout. Enfin, je regarde le papier. Nous pouvons admettre que c'est un matin, mais ça pourrait très bien être le commencement d'un soir. Alors le matin, je me lève, j'ai pensé une partie de ma nuit, cette aquarelle que j'ai sortie la veille du carton et posée sur ma feuille, ma table déjà. Il n'est pas question dans ma nuit, pensant à ça, de me dire je vais faire tel signe ou tel autre signe. C'est plutôt y penser pour qu'il n'y ait aucun signe me venant. Mais ça, je ne risque rien. Ça ne vient pas comme ça. Alors, je me présente devant la feuille et pas du tout recouvert par le ridicule. J'ai besoin de parler à la feuille. J'ai besoin de lui faire des propositions dans le genre de nous allons faire un bout de chemin ensemble. Je ne lui demande pas d'être accueillante, mais je souhaite que ça se passe le moins mal possible. Et je lui souhaite de ne pas subir ce que d'autres ont subi et qui me bouleverse à chaque fois, c'est-à-dire de la déchirer. Soit quand je viens de la commencer et qu'il me semble qu'une erreur irrattrapable a été commise, ce qui reste à prouver, mais ça me permet de la déchirer et d'être en colère. Ou bien ça sera au milieu, c'est-à-dire au bout de 15 jours peut-être de travail, n'est-ce pas, ou un mois, et tout à coup je me trouverai, si je peux dire comme ça, enfin devant l'accident irréparable, et je déchirerai donc le papier qui a reçu longtemps déjà du dessin, sur lequel et qu'ensemble, la feuille et moi, nous avons poussé, porté. Je m'assieds à ma table.
Les crayons sont prêts à ma gauche, le papier est là sous mes coudes. J'ai préparé des feuilles qui, si je les pose sur la feuille de dessin, si je les pose les unes à côté des autres, ces morceaux de feuilles recouvrent entièrement la feuille du dessin, la feuille pour le moment seulement aquarellée. C'est-à-dire que j'ai posé un écran entre moi et qui commence à ne pas supporter non pas cette feuille, mais cet état, ces instants que dès que je me suis dirigé vers ma table ont été là présents, tenaillants, me rendant complètement incertain. Je devrais dire j'aime être incertain. Je recherche cette incertitude, non pas cette sorte d'incertitude, mais cette incertitude. Non que j'aime ou je veuille trouver des arrangements et des combinaisons pour que l'incertitude provoque une surprise. Je ne suis pas non plus à la recherche de la surprise. Ce qui se passe entre le dessin et moi est quelque chose de beaucoup trop grave. Dès le commencement, il faut donc monter autour de 1948. J'ai senti que c'était grave au point que je lui concéderais tout le territoire qu'il veut, qu'il exige de moi, mais ça ne serait pas moi qui lui ferait cracher ce qu'il a dans les poumons. Non, tout est totalement inversé. Et dès le commencement, les choses sont allées en empirant très très vite. D'abord, je n'avais aucune préparation. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui d'être extrêmement préparé, mais quand même, il ne faut pas mentir. J'ai accumulé un tel grand nombre d'erreurs, et accumulé aussi une charge de coups reçus que je me suis donné, mais que la situation de l'homme dessinant inévitablement crée et qui se termine toujours, dans mon cas, par une bastonnade devant laquelle je plie à la fois le dos, les genoux, la tête. Je me reconnais amèrement coupable de cet échec que je crois, à partir du commencement jusqu'à presque la fin du dessin, que je crois avoir commis, être à l'origine de ça. Alors, comment faire puisque je veux dessiner, que j'ai pas un plaisir, c'est tout à fait autre chose. J'ai un grand désir. Et encore une fois, je remonte loin derrière, à partir de 48, ayant mis mes mains dans de la peinture directement. J'avais déjà besoin d'étaler avec mes mains sur du papier les choses. Ou dans de l'encre, je tachais mes mains et je chiffonnais les papiers, j'en faisais des bouts, je les dépliais. La surprise était assez souvent là, mais le mécontentement accompagnait la surprise et le mécontentement violait la surprise. Ce qui fait que j'étais un peu pendant, comme pendu même, dépenaillé je venais de me faire voler quelque chose et je ne m'en plaignais pas. J'étais dès le départ, mais de façon beaucoup moins appliquée, encore que je ne m'applique pas beaucoup, mais sur ce point-là, oui, dès le départ, je me suis appliqué à me soumettre. Et je me souviens, en ce temps-là, j'avais commencé une certaine forme de vie, un peu comme tout le monde. Il y avait un petit noyau qui se formait. Il y avait une femme qui n'était pas Cécile,
moi et déjà un enfant était venu. Et le dessin venait de venir lui aussi. Il était à la fois une autre femme, un autre enfant, un feu. Mon Dieu, quand cette chose-là arrive, et ce n'est pas la grande joie, il ne faut pas croire. J'en ai entendu parler de jubilation. Alors, jubilation de la destruction. Je ne suis pas sûr non plus d'avoir eu une jubilation à, non pas me détruire, mais à être détruit pour pouvoir faire passer sur du papier. J'ai toujours travaillé sur du papier. Je n'ai pas fait de toile, j'en ai fait une dizaine, et c'était plus horrible que le papier. Et puis, ça donnait une situation de peintre que je n'aimais pas. Donc, disons que dès le début, ça a été posé de telle façon, dans une telle erreur, je veux bien. Je suis tout à fait prêt à admettre tout ça. J'ai été stupide, j'ai été, d'une certaine façon, assez lâche. C'est une façon qui ne recouvre pas ce qu'on entend par lâcheté habituellement. C'est beaucoup plus grave encore que la lâcheté habituelle. C'est-à-dire, j'ai été mené et amené à choisir très, très rapidement, très vite, de façon violente et naturellement de façon brutale. J'ai été amené à donner beaucoup de mon temps libre. Et puis quand il n'était pas suffisant, je prenais ça sur le temps qui ne l'était pas. Donner beaucoup de ma vie. Le temps est devenu ma vie. À un moment, grignoter ici et là. Petit calepin dans la poche. Gribouillage dessus. Il n'était jamais question d'arbres ou de chiens qui dormaient au bord de l'eau ou devant sa niche, ou d'une quelconque femme ou d'un homme, ou de paysages, de nature morte. Non, c'était le grand déchirement des buissons d'une vie qui ne croyait pas possible qu'une chose pareille allait lui arriver. C'est pas assez. Je me représentais comme quelqu'un qui a fait un crime, dont il est le seul à le savoir, et dont il a laissé toutes les traces, mais pas les traces le nommant. Peut-être que les traces vont petit à petit mener à lui, mais tout autour de lui, on va se... Comment ? On va autour de lui avoir été surpris du comportement que cet homme-là a, tranchant profondément du comportement que l'on croyait remarquer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an avant, et allant s'aggravant de jour en jour, et peut-être même plus particulièrement de nuit en nuit. Ce qui veut dire que il a été question de pousser la gravité encore plus loin, mais ce n'est pas moi qui ai poussé la gravité encore plus loin, c'est la gravité qui a voulu que je la pousse plus loin. C'est la déchirure, c'est ce que j'appelais ces buissons que je dessinais, ces gribouillis, ces choses que les enfants ne font que quand ils ont 1 an, et puis après se lassent pour passer à autre chose. Je ne me suis pas lassé de ça. Je ne me suis pas lassé de patauger avec mes doigts dans de l'encre que j'étalais, que je laissais couler, dans de la colle, oui, je m'engluais, au fond je m'engluais, c'est ça. J'aggravais mon cas, j'ai entendu dire ça. Cette aggravation brusque de la vie, quand cette chose arrive, vous avez 20 ans, enfin je vais avoir 24, c'est aussi grave que si c'était arrivé lorsque
j'avais 10 ans, par exemple. Or, j'avais en fait 10 ans à 23 ans. Peut-être que j'étais en train de naître, vraiment, vraiment, là, mais seulement je venais de naître avec déjà à côté de moi des êtres qui me regardaient dans ce mélange de l'étonnement, mais déjà de l'immense critique, refusant la gravité, refusant cet état de tension quasi perpétuel dans lequel j'étais de nuit, qui m'obligeait, me défendant contre ce que je n'avais jamais pu nommer. En tous les cas, c'était moi-même aussi qui était devenu menaçant, et je ne pouvais dormir qu'avec sous mon oreiller une arme qui était blanche, comme on dit, et qui me rendait encore plus blanc qu'en m'éveillant ou après avoir glissé mes bras sous ma tête, mais sous l'oreiller aussi, je touchais ce côté glacé d'une lame que j'avais affûtée. On dira devant des actes ou de futurs actes, d'actes qui sont en préparation à la fois contre soi et aussi qui pourraient être tournés contre les autres, contre l'autre, contre les murs, les arbres, contre tout ce qui ne cadre pas. Je n'avais pas de cadre, je n'ai jamais eu de cadre. Je reste encore à me demander si aujourd'hui j'ai un cadre. Ça, je ne suis pas sûr du contraire, mais j'en suis de temps en temps, par une sorte de brusque orage, convaincu que, loin d'être désaxé, n'est-ce pas, je n'ai pas d'axe, ou plutôt je n'ai pas d'axe dans ma façon de me défendre. Voilà, c'est ça. L'attaque ne m'intéresse pas, ne m'a jamais intéressé. Je ne pense pas maintenant que cette sale façon d'être un homme puisse me tomber dessus. Mais le recul ne m'a jamais fait peur. C'est aussi ça qu'on pourrait dire, donc c'est une forme de lâcheté, mais primaire, oui, oui. Marchons pour le primaire ou pour le secondaire. Là n'est sûrement pas la question. La question, elle est. Je suis obligé de revenir un peu en arrière, enfin même beaucoup en arrière. Enfant, il était clair, hein, clair sans pouvoir le dire, mais clair parce que mes yeux voyaient. Enfant, j'avais le regard. Hein. J'ai encore sans doute le regard. Sans le regard, il n'y aurait peut-être rien. Oui, il n'y aurait rien. Si je n'avais pas cette chance de ce regard qui, aux yeux de certains, disait, ma mère, entre autres, la malchance de mon fils, c'est de regarder comme nous, on n'a jamais regardé. Je comprenais un peu. Si elle disait ça quand j'avais 5 ans, je pouvais rien comprendre. Mais quand j'ai eu 10, 12, 15, je savais qu'elle était... Enfin, je savais qu'elle disait quelque chose que je devrais retenir et que je ne pouvais pas retenir, ou que je retenais superficiellement. Elle-même le disait d'une façon apparemment intuitive. Je ne pouvais rien en faire. Ce n'était pas une protection qu'elle tenait à mettre pour que je ne glisse pas. Elle ne pouvait pas empêcher ces glissades. Au fond, je suis un éternel glisseur. Je fais des embardées. Je pars un peu les quatre fers en l'air comme ça. Et ça, depuis mon plus jeune âge. Et alors, maintenant, on pourrait dire aujourd'hui, si je me retourne un peu et que je vois, je ne peux qu'avoir comme des confirmations, c'est-à-dire ça se réduit à ça, c'est-à-dire ça recommence. Ça recommence,
je commençais souvent quelque chose et je ne parvenais pas à le terminer parce que j'avais sans doute décidé de faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est ça. Comme tous les enfants, j'ai dessiné. J'étais un enfant on ne peut plus ordinaire, pour ne pas dire bête. Je ne comprenais rien à ce qu'on disait, et aujourd'hui, je dois bien encore reconnaître que souvent, quand on me parle, plus c'est profond, moins je comprends, et plus c'est clair, plus ça m'échappe. Et pourtant, maintenant je peux lire, et quelquefois je me rends compte que je suis le seul à avoir compris ce que j'ai lu et ce que d'autres ont essayé de lire, et qui eux l'ont lu avec toute la complication que leur esprit et non pas leur regard leur imposait, alors que pour moi certains textes, mais certains paysages, certains regards, certaines situations m'apparaissent dans un éclair tout à fait simple à saisir, et qu'il n'y a pas à traîner longtemps pour avoir forcé, disons, la porte et s'être trouvé dans la pièce secrète autour de laquelle les autres vont marcher, traîner, gloser. Non, ce n'est pas autre chose que cette intuition dont peut-être ma mère parlait à mon propos, qu'elle voulait peut-être me passer, et que le hasard a fini par me faire avaler et m'en nourrir. C'est sans doute un peu comme ça que les choses peuvent se passer. C'est tellement grave de dessiner, c'est tellement grave de vivre. Il n'est pas possible d'accepter ce qui nous est donné. Mais pourquoi je vais dire nous? C'est plus simple si je dis ce qui m'est donné. Si j'ai pu faire déjà mon premier état d'aquarelle, je trouve que ce n'est pas de ma chance, ce n'est pas... C'est une immense question qui a toutes les chances de ne pas recevoir de réponse, en tous les cas de moi, mais c'est une immense question que j'ai avec honneur reçue, mais bien sûr avec une épouvantable interrogation qui peut m'entraîner jusqu'à pleurer. C'est donc dans un état de gravité que toutes les choses sont faites, que d'une certaine manière, deux réponses seraient possibles, et elles seraient juste l'une et l'autre. L'une, ça serait impossible à vivre, et l'autre, ça serait je prends tout comme il faut le prendre, donc c'est ça. C'est ça. C'est ça, vivre. Non pas accueillant, recevant et transformant tout, mais blessé continuellement, jusqu'à l'instant miraculeux, mais tout n'étant qu'une succession de miracles, mais je ne peux pas les voir comme tels pendant l'action. Mais tous ces petits miracles brusquement s'additionnent en un miracle, le seul dont je sois témoin, que je saisisse, qui est la fin supposée, imaginée d'un dessin. Le matin, où ayant sorti ma feuille de papier, posée sur ma table, recouverte ensuite par 4 feuilles vierges du banal Bristol,
qui la cache complètement, cette aquarelle. Je vais prendre soit le petit quart ou le petit huitième de ma feuille que j'ai coupé comme ça dessus, complètement invisible à ce moment-là. Je vais ou bien soulever l'un des petits morceaux se trouvant en plein milieu, ou une petite fenêtre qui va se trouver tout à fait à droite ou tout à fait à gauche, ou tout en bas ou tout en haut, ou si je mets une feuille dans le sens de la hauteur ou de la largeur. Bref, c'est le seul acte que je commets au moment de la mise en route de la dramatisation. C'est comme ça. J'en attends sans doute beaucoup, mais je déchante si vite. Alors j'ai soulevé ma petite fenêtre. J'ai sous les yeux un rectangle ou un carré de plus ou moins grande dimension. Il est peut-être légèrement bleu, il est peut-être jaune avec des grilles dedans. Et je commence à travailler dans cette petite fenêtre, dans cette petite cellule. Je commence à travailler, c'est-à-dire je pousse mon crayon, j'appuie, je frôle, je gomme, je tourne la feuille avec toutes les petites fenêtres qui sont fermées. Et moins d'une heure après, alors que le commencement était tendu, mais il y a cette part en moi qui vibre et qui voudrait sauter. Presque sauter à pieds joints ou à mains jointes dedans. Et non. Très vite, ça tombe, ça me prend, ça arrive à la nuque, ça arrive dans le dos. J'ai toujours eu un point dans le dos. Je crois que je suis né avec un point dans le dos. Je me tenais mal, on disait que c'était ça. J'étais grand, j'étais un peu rachitique en étant enfant, grand, maigre. Je me plaignais toujours de mon dos. Et la douleur ne m'a jamais quitté. Elle m'accompagne depuis peut-être 65 ans. Peut-être que je l'ai eu encore plus jeune que ça. Alors c'est la douleur qui va prendre un peu les choses en main. Elle va aider à ce que le crayon avance. Elle va faire que de ma main gauche, je vais tenir ma tête. Elle va faire aussi que je vais retirer et remettre mes lunettes, que je vais relever la tête et regarder le mur, que je vais complètement arrêter pendant une heure ou une matinée, que je vais fixer un point qui se trouve à l'extérieur, dans une des toitures que je peux voir de ma fenêtre maintenant, mais quand j'étais à Lacou, c'était un bout de bois avec les sapins, que j'entrevoyais, ou les rochers qui semblaient me retenir. Mais ma main, quelquefois, continuait jusqu'à ce que son énergie s'éteigne, mais quelquefois elle faisait des choses qui, brusquement, les découvrant, me relançaient encore un peu plus loin. On pourrait penser, et on aurait à la fois raison et pas, que cette sorte d'état fait presque exclusivement d'une lassitude gonflante, envahissante, au point qu'elle pourrait bloquer je ne sais quoi en moi. C'est vraiment la culture de la stupidité. Non pas que j'ai mieux à faire, mais je pourrais fort bien m'arrêter. Erreur, je ne peux plus m'arrêter. Je n'aurais pas envie de m'arrêter. Ce qui est posé comme
c'est autre chose qu'une question. Ce qui est posé est autre chose qu'un problème. À travers le papier, mais ça pourrait l'être. On y reviendra quand je vais marcher dans la campagne. La même lassitude me saisit. Mais avec le papier, sans doute parce que le temps est là, qui appuie, et que malgré tout ce que je dis, un nombre que je ne dis pas incalculable, mais un nombre très grand qui se résume à une hauteur de feuilles qui, si je les avais toutes réunies ici, à côté de moi, pourrait atteindre je ne sais quoi, comme 1 mètre, 2 mètres, et quand on pense que les feuilles sont extrêmement minces, c'est-à-dire que j'ai fait 5000 dessins. Moi, je ne sais pas si c'est 5000, c'est peut-être un peu moins, peut-être plus, mais c'est dans ces eaux-là que ça se situe. Donc, si j'ai fait tellement, ou pas assez, et que la lassitude est toujours là, mais que la lassitude est devenue la maîtresse de mon corps, c'est mon corps qui est là. Dès le départ, mon corps a été là. La douleur ajoutant un peu, mais n'étant pas totalement responsable de l'état. Alors, ma tête, elle, se défend. Elle se défend. Elle ne voudrait pas retomber dans une autre douleur. Et à l'intérieur de ce mental à la fois écrasé mais vertical et pointu, à l'intérieur, il y a une soif Voilà. Il y a une soif qui n'a rien à voir avec savoir, une soif qui est du ressort d'un appétit, d'un besoin, et en même temps d'un non-besoin, qui fait que je ne peux me tenir droit que si j'ai chancelé juste avant, et que je ne peux supprimer ce chancellement que si j'accentue cet immense doute dans lequel je me trempe le corps entier. D'où ces passages dans des colères fulgurantes qui font que je m'excuse, qui font que je déchire, qui font que je blesse, qui font que j'ai même besoin de blesser, me blesser, oui, mais blesser l'autre aussi. Mais je ne peux plus reculer. Je n'ai d'issue que par manque d'issue. Et non pas parce que je m'obstine à en chercher une, mais parce que je ne peux plus faire autrement que de m'enfoncer dans une sorte d'étouffement, mais aussi de brusque appel d'air qui libère comme un sac mouillé qu'on gonflerait d'air et qui ferait sortir par cette pression les bulles d'eau de son propre treillis, de son propre tissage. J'ai une journée, peut-être une semaine, faite de minutes aérées, presque odorantes,
une forêt intérieure qui a magiquement libéré ses oxygènes les plus secrets et dégagé tout ce qui était obstrué, soit au cours du dessin précédent, soit des dessins précédents. Un immense état plein d'espoir qui va être rabattu au moment le plus inattendu par l'angoisse de l'échec que je vois se présenter une fois encore, quand le crayon entre les doigts, je fais venir une forme dont j'ignore tout d'elle, que je n'ai naturellement jamais croisée, jamais vue, jamais imaginée. J'ai pas beaucoup d'imagination. Qui se refuse à moi, dont je sens qu'elle est une chose en train de naître, et que la matrice de laquelle elle sort, où je la fais sortir, que la matrice a par moi, par tous ces signes multipliés autour de moi, dans la pièce. Mais là, c'est plus une question de mesure, d'espace mesurable. Je sens du tout petit et du très vaste. C'est de là qu'elles viennent, ces formes, cette forme, qu'avec d'autres oreilles que les miennes, je pourrais dire que je l'entends crier, crier dans le refus. Elle pourrait me dire « Tu n'as pas plus voulu venir au monde que moi », mais je peux lui répondre « Je ne voulais pas, mais je suis venu. Tu ne veux pas, mais je te fais venir. » Je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était là, que le temps a fait se former, mon temps l'a nourri, mon temps l'a préparé à travers une autre forme ou un début d'une autre forme, ou des signes que j'ai laissés sur le papier et qu'ensuite j'ai gommés parce que il fallait que je gomme. Ce n'était ni qu'il me plaisait ou me déplaisait, mais il me gênait plutôt là où ils étaient pour reculer ou avancer. Et dans cette gomme-là, le premier début d'une sorte de peau, ou de peau mal formée, ou de rebord de feuilles d'arbres, ou de pétales, ou d'écailles, ou tout ce que la vie a, que l'on voit ou ne voit pas. Et ça n'est pas reconnaissable, ça n'est pas nommable. Et c'est ça, cette sorte de chose innommable qui vient, qui pourrait être horrible, et que je ne reçois pas comme étant horrible, que je reçois comme un don qui m'émeut, qui en même temps qu'il m'émeut me blesse, parce que ce qui est émouvant blesse, qui retient un élan de joie à l'intérieur de moi. Et au fond, je préfère qu'elle demeure en moi. Et pendant ce temps plus ou moins long où j'ombre autour de cette forme, où je lui prépare une sorte de couche nouvelle ou de lieu nouveau, elle est entrée en vie. Elle est venue sur du papier. Le papier étant ce qui la nomme. Moi, je ne suis pas celui qui l'a dit. Je suis celui qui ne peut pas être autre chose que
le pêcheur qui jette sa ligne. Et je jette ma ligne aussi bien dans de l'eau que dans des trous sans eau, que dans les branches des arbres, que dans le vide du ciel, que j'ai mon crayon, c'est ça. Ma plume avec l'encre dedans, c'est ça. Le crayon par son noir, c'est son appât. La plume par son noir, c'est l'encre, c'est aussi son appât. Je fais venir pour moi à travers l'appât gris ou noir, ou l'aquarelle, je fais venir l'eau, ou le suc, ou la salive, ou la pluie. Je fais venir ça. Et derrière ça, et ça se sent. Dans ces moments, je sens ça. Ça fait venir une forme qui se glisse, qui pousse des parois invisibles, mais moi je sais qu'elles sont là, les parois. Et comme elle veut un certain espace, je vais retirer une deuxième fenêtre et elle va s'étaler un peu plus. Et auprès d'elle viendra encore un autre signe, ou qui la rejoindra, ou qui se tiendra, s'en écartera, ou se tiendra un peu à l'écart d'elle. Et ce n'est que bien plus tard, quand approchant de la fin, toutes les fenêtres auront sauté, le dessin dans son ensemble, après l'avoir découvert et recouvert, après avoir oublié ce que j'avais fait